parler de matérialisme et de biologie moderne, si on peut parler de biologie moderne, puisque ça doit être quelques siècles. Et donc, je vais essayer de ne pas être justement trop axé biologie, mais essayer de voir les interactions qu'il peut y avoir entre justement la biologie et le matérialisme. Donc déjà, rien ne se perd, tout se transforme, donc ça vous le connaissez normalement, qui a été un petit peu, un petit peu inspiré quand même de l'Antiquité, avec rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. Ce sera un des principes en fait qu'on utilise énormément dans les neurosciences. Et donc qui vont participer au matérialisme avec ce qui a été dit déjà plusieurs fois, que la matière est à la base de tout. En quoi les matérialistes ont, aidé la biologie en fait. Tout le monde est capable de faire un petit peu de biologie en se baladant au dimanche, faites un peu de botanique, un peu de zoologie, regarder les plantes et ainsi de suite. Mais la biologie dite moderne utilise la démarche scientifique. Démarche scientifique qui finalement, je l'ignorais complètement, c'est en répondant à la demande de ma collègue qui m'a demandé donc, de parler de matérialiste et surtout de biologie. Je me suis intéressé aux matérialistes et je me suis rendu compte que finalement scientifique et matérialiste, puisque ce sont les matérialistes qui ont posé le cadre de la réflexion scientifique, avec différents principes. Le principe d'empirisme, alors ça normalement on connaît, puisque si vous avez fait un petit peu de science, vous savez que de temps en temps on va se servir d'une expérience pour déterminer de façon empirique des choses. Et donc l'empirisme nous permet, à base d'expérience, de valider des connaissances. Un deuxième principe, c'est donc le mécanisme, le criticisme ensuite et le positivisme. On reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, on verra ce que la durée d'intervention. Mais le matérialisme, en fait, a posé le cadre de la réflexion scientifique. De son côté, la biologie, elle, va permettre aux matérialistes de se défendre un petit peu, puisque, on l'a dit aussi, les matérialistes sont un petit peu chagrinés en ce moment, puisque, parlant de la matière comme étant la base de tout, on les oppose aux idéalistes qui, eux, sont plutôt, je ne vais pas non plus m'engouffrer dans la philosophie, c'est pas du tout ma matière, mais qui vont plutôt parler d'un contrôle supérieur à la matière. Donc la biologie, qui est une matière qui a été introduite ici par Lamarck, un des oubliés quand même, à mon sens, de l'histoire de la biologie. 1802, c'est Lamarck qui a introduit le terme de biologie, en regroupant les sciences du vivant. Pourquoi un oublié de la biologie? Je ne sais pas qui parmi vous connaît Lamarck. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Qui connaît Darwin? J'ai beaucoup plus. Ces deux personnes, en fait, ces deux scientifiques, ont tous les deux travaillé sur l'évolution et ont fait avancer grandement les concepts d'évolution. Lamarck est énormément sous-évalué par rapport à Darwin. On ne le connaît quasiment pas. Voilà. Alors, les premiers biologistes, je vous l'ai dit, c'est plutôt botanistes, zoologistes, des physiologistes. Alors, botanistes, on s'intéresse aux plantes, zoologistes aux animaux, physiologistes au fonctionnement un petit peu des organismes, des métabolismes. On va commencer à toucher les réactions chimiques. Actuellement, beaucoup plus de domaines dans la biologie. Et la biologie, en fait, c'est donc une science qui va regrouper tout un ensemble de champs disciplinaires. Écologie, botanique, biologie, l'embryologie, la sociologie, on va emprunter aussi à la sociologie, à la génétique, à l'éthologie.
La biologie vole aussi pas mal de choses à d'autres matières. On va voler des concepts à la physique, à la chimie, aux maths, à la statistique, à la géologie, à l'économie aussi, philosophie énormément, du coup, j'ai découvert, et à l'éthique. Donc la biologie, c'est tout ça, et c'est avant tout aussi l'étude de la vie. D'où la demande de ma collègue de vous parler plutôt de la notion de vie. La notion de vie et sa définition, en fait, sont extrêmement complexes. Aujourd'hui, on n'a pas une définition claire et qui fait vraiment consensus sur la vie. Donc là, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que la vie. Donc la vie, on peut l'observer à différentes échelles. À la fois à l'échelle de l'organisme, ça c'est la première approche, on sait rapidement si un organisme est vivant ou non. Si on a affaire à un être vivant aussi, même si on va en reparler tout à l'heure. Et on a aussi tout un tas d'autres échelles. La vie peut se définir à l'échelle de l'organe. Elle peut se définir à l'échelle de la cellule, de la molécule. Ça, c'est assez facile. Elle peut aussi se définir à l'échelle de la population, à l'échelle d'un écosystème. Alors, une définition de la vie que j'ai pas trouvée sur Wikipédia, mais dans le Dico Larousse. Définition donc très généraliste, normalement. C'est donc caractère propre aux êtres possédant des structures complexes, capables de résister aux diverses causes de changement, aptes à se renouveler par assimilation renouveler par assimilation leurs éléments constitutifs, atomes, petites molécules, à croître et à se reproduire. Donc ça, c'est la définition globale de la vie. Et à l'échelle de l'organisme, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à un échange entre le milieu et l'organisme. C'est-à-dire qu'un organisme vivant va emprunter dans son environnement différents, soit des éléments minéraux, soit des éléments organiques. Par exemple, nous, dans notre environnement, on va... vous avez peut-être une idée, qu'est-ce qu'on va prendre dans l'environnement? Du dioxygène, dans l'alimentation, la nourriture, donc de la matière. Créer des bâtiments, on n'est plus dans le domaine de l'organisme. Donc, par contre, oui, on va prendre de la matière dans notre environnement, de la matière organique, qu'on va assimiler, découper, réorganiser pour aller fabriquer nos propres molécules constitutives. Et ça, vous le faites en permanence, à la fois pendant les phases de croissance et puis même par la suite, pendant les phases de renouvellement cellulaire. Vous savez qu'en permanence, vous perdez un ensemble de matériaux, on va dire, un ensemble de cellules qu'il va falloir renouveler. On va aussi prendre dans l'environnement de l'énergie, qu'elle soit chimique, lumineuse ou autre. Ça, c'est pour un organisme de façon générale. Alors, une définition un peu plus complexe ou complète de la vie, ce serait un ensemble de processus autorégulés en interaction dynamique avec un contexte. En gros, ça correspond à peu près au schéma que j'ai ici. Donc, un organisme en rose avec des échanges dans un sens et dans l'autre. On va faire des échanges à la fois, on va prendre dans le milieu extérieur et puis on va relâcher des éléments dans le milieu extérieur. Et même chose pour l'énergie, on va consommer de l'énergie, un petit peu tout à l'heure, en essayant de rester un peu pas trop complexe. Et on va aussi réémettre de l'énergie dans le milieu. Alors, un organisme, c'est constitué, ça vous le savez normalement depuis très longtemps, puisque c'est vraiment le tout début des études de biologie. Un être vivant est constitué d'une cellule, de plusieurs cellules, puisque nous on est constitué de plusieurs milliards de cellules. Si je regarde de l'animal d'un côté et du végétal de l'autre, à chaque fois je vais retrouver cette structure, cette petite unité, qui est constituée d'une enveloppe qui va délimiter en fait un milieu, et dans ce milieu, on va avoir des besoins, on va générer aussi des déchets, et puis du coup, on va devoir faire des échanges avec l'extérieur, que ce soit chez l'animal ou là-bas chez le végétal. Voilà. On va toujours trouver cette structure. Alors, je n'ai pas trop m'apesantir sur la cellule, mais je vais y revenir plutôt tout à l'heure. Hop, monsieur.
Voilà. Mais je vais plutôt en arriver à l'échelle moléculaire. Les matérialistes, quand ils vont aller définir tout à partir de la matière, pendant un certain nombre assez longtemps, en fait, on n'a pas le support, on n'a pas la connaissance pour aller justifier pleinement. Il y a toujours une limite à l'observable. C'est là que la biologie, en fait, et la biologie moderne va pouvoir aller aider les matérialistes, puisque maintenant on est rendu vraiment au support du vivant, la molécule. La molécule, j'en ai pris 3 exemples ici. Une qu'on connaît bien, la molécule d'ADN ici, qu'on voit maintenant un petit peu partout dans les médias. Et puis 2 autres molécules qui sont aussi symptomatiques du vivant, la molécule de chlorophylle d'un côté et la molécule d'ATP de l'autre. Alors, la molécule d'ADN, découverte dans les années 50, par Watson et Crick, donc mise en évidence dans les années 50, donc relativement récemment finalement par rapport au courant matérialiste. Cette molécule ici, relativement complexe, puisque là on en a un tout petit échantillon en fait, hein. C'est une toute petite partie. Cette molécule, on peut colorer les éléments de base constitutifs ici, et on arrive à mettre en évidence 4 nucléotides. Et ces nucléotides, en fait, quelle est l'importance pour l'organisme? C'est le code de base, le code qui permet de fabriquer un être vivant. Donc l'ADN, subdivisé en gènes, va nous permettre de construire tous les caractères d'un être vivant. Et si vous regardez, tout ce que vous allez présenter comme type de caractère sont en grande partie dus à vos gènes. Parce que là, rien de nouveau. Cette molécule, qui n'était ni observée ni connue avant les années 50, est une molécule de très très grande taille, puisque ces éléments ici, ces nucléotides, vont être au nombre de plusieurs milliards dans une cellule. Vous êtes constitué de milliards de cellules, et dans chaque cellule, vous allez trouver ce code-là, cette information à hauteur de plusieurs milliards, 5-6 milliards de nucléotides, une quantité énorme d'informations. Et ça, si on ne l'a pas observé, si on ne l'a pas mis en évidence, on ne peut pas l'inventer après. Donc, à l'échelle moléculaire, on a un code qui va nous permettre de montrer tous les caractères de l'organisme, la construction même de l'organisme. À l'échelle moléculaire encore, et où est l'intérêt de cette molécule? Vous changez un nucléotide parmi l'intégralité des nucléotides de l'organisme, et vous allez pouvoir modifier grandement un organisme. Par exemple, vous changez un nucléotide et vous faites disparaître des ailes à une bouche. Pas très important. Mais bon. Pour ce qui nous... Non, ça débouche, quand même. Pour ce qui nous intéresse, vous changez parmi nos 6 milliards de nucléotides, vous en changez un seul, vous faites une faute, et vous allez créer des maladies mortelles. Vous allez faire évoluer grandement un individu aussi en faisant apparaître des nouveaux caractères. Et tout ça en ne faisant que une erreur, ce qu'on appelle des mutations, ce que vous avez déjà dû entendre normalement. Voilà. À l'échelle moléculaire, toujours, on vous parle d'énergie. Quand on considère que la matière est la base de tout, on pourrait aussi trouver étonnant tout un tas de choses. Par exemple, le fait de voir, vous êtes en train de regarder, moi ou autre chose, je ne sais pas, quand on observe des choses, imaginez tout ce que vous observez, tout ce qui va être intégré dans l'information, toute la réaction que vous allez exercer en retour, tout ça, ce sont des interactions entre des molécules. Et ça, même si maintenant ça paraît un peu moins à notre époque, parce qu'on connaît quand même pas mal de choses, ça paraît moins étonnant, il y a quelques dizaines d'années, ça c'est le genre de choses qui étaient difficiles à intégrer. Là, donc, quand vous allez bouger par exemple un membre, vous allez faire fonctionner des muscles. Alors, comment un muscle fonctionne? Je ne sais pas d'ailleurs comment un muscle fonctionne. Est-ce que quelqu'un a une idée du fonctionnement d'un muscle?
au moins 2. Le fonctionnement d'un muscle, en fait, c'est dû à des interactions entre des molécules aussi. Mais quand on réfléchissait il y a quelques siècles, imaginer ça, c'était complètement impossible. Une molécule donc, qui va nous servir, qui est la molécule énergétique. Alors l'énergie, dans le corps humain, on l'entend à tort et à travers, du style des flux d'énergie, des chakras, des choses comme ça. Non, l'énergie précisément au sens biologique, c'est quoi? C'est cette molécule-là. Tout ce que vous allez réaliser, tout ce qui permet la vie, c'est cette molécule-là, l'ATP. Cette molécule en particulier, elle va pouvoir aller interagir avec deux autres molécules là-bas, une molécule qui s'appelle la myosine et l'autre qui est l'actine, et ces interactions vont faire bouger des filaments à l'intérieur des cellules, et ceci va permettre le mouvement en particulier. Donc là, on a bien encore la molécule qui sert de support à la matière qui est support d'un phénomène qui n'est pas forcément palpable de prime abord. Une autre molécule qui est sur votre droite là-bas, la molécule de chlorophylle. De la même façon, il est assez simple d'imaginer une force supérieure qui va faire qu'un végétal, vous lui mettez de l'eau, et puis lui, il va se mettre à grandir, à créer de la matière, et réaliser une croissance. Alors déjà, imaginez qu'un végétal est vivant, c'est pas évident pour tout le monde. Vous prenez un végétal, vous le mettez dans une boîte, vous mettez un capteur qui mesure la quantité de dioxygène. Alors ce végétal, ça peut être une carotte achetée au supermarché, hein, c'est à peu près ce qu'on fait nous dans nos cours. Vous mettez cette carotte dans une boîte, vous mesurez la quantité de dioxygène, et cette carotte, elle va consommer du dioxygène. La carotte que vous achetez au supermarché, elle est vivante. C'est un être vivant qui est vivant. Un végétal est vivant. Et un végétal, il est capable de réaliser un phénomène vraiment étonnant. Grâce à cette molécule en particulier, et puis quelques autres derrière, il est capable de fabriquer de la matière. Fabriquer de la matière vivante. Alors, comment il fait ça? C'est pas de la magie. Et c'est là qu'on va aussi amener éventuellement des billes à un matérialiste. C'est qu'on va se rendre compte, en fait, et on est capable de le faire même dans nos salles de classe, cet effet-là. Un végétal, il va prendre du dioxyde de carbone dans l'air, ça, il y en a de plus en plus d'ailleurs, et via un ensemble de réactions, on ne va pas tout détailler, mais tout ça, ce sont des molécules. On va faire des interactions entre les molécules et on va créer, au bout d'un moment, des molécules ici, que vous connaissez peut-être, de l'amidon. L'amidon, normalement, vous connaissez sûrement. C'est ce qu'on va trouver dans le pain, dans la patate. On va aussi avoir du glucose. Le glucose, tout le monde en a entendu parler, le sucre de base. Le saccharose, on va créer un ensemble comme ça de molécules organiques. On va créer du vivant. Et grâce à ces molécules, en les agglomérant, en s'en servant pour aller réaliser d'autres réactions, on va créer des constituants. Et grâce à ça, un végétal va pouvoir créer sa matière et donc réaliser une croissance, effectuer un certain nombre de fonctions, et donc tout simplement être vivant. Voilà. Là, je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que vous étiez en train d'observer des choses. Quand vous observez des choses, bon, l'œil, ça va, on le voit. Quand on commence à regarder au milieu de l'œil, ça commence à être un peu plus bizarre. La pupille qu'on voit de loin comme étant une espèce de petite pastille noire, là, c'est pas une pastille noire, c'est un trou en fait par lequel la lumière passe au fond de l'œil. Et quand vous observez des choses là, vous avez vraiment de la lumière qui rentre à l'intérieur de l'œil. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est pas trop, ça n'arrive pas au niveau d'une espèce de boîte où c'est marqué conscience et puis voilà, c'est pas directement la lumière qui est captée. Comment ça se passe en fait? Rapidement, hein, le schéma peut faire peur, mais on va pas tout détailler. En fait, au fond de l'œil, vous avez ce type de structure ici. Ce sont des cellules en forme de cône et de bâtonnet, ce qu'on appelle des photorécepteurs. Ces photorécepteurs, en fait, sont aussi capables, de la même façon que la chlorophylle tout à l'heure, de réaliser un truc assez rigolo. Ils sont capables de capter la lumière, et en captant la lumière, on va déstabiliser des molécules et générer, en fin de compte, à la suite d'un ensemble de réactions, on va générer un courant électrique, des messages électriques.
Donc au niveau de l'œil, au fond de l'œil, au niveau de la rétine, on génère des courants électriques. Et ces courants électriques, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Finalement, on a au bout des cellules, ici, on a une cellule, donc une cellule bâtonnée qui est au fond de l'œil. On a ici de quoi faire des contacts avec d'autres cellules. Et de proche en proche, donc avec l'aide de cellules nerveuses ici qui sont capables de véhiculer ces messages nerveux, on va arriver, on va cheminer et puis arriver au fond ici du cerveau, à l'arrière du cerveau, au niveau du cortex visuel. Et à cet endroit-là, on va encore faire des interactions avec des neurones. Ces interactions avec les neurones, entre neurones, on est capable de les observer pour aller mesurer l'activité du cerveau, observer l'activité du cerveau. Et en fait, quand on regarde comment est fait un cerveau, c'est quoi? C'est un ensemble, c'est un amas de cellules nerveuses qui vont interagir entre elles via des courants électriques. Et éventuellement pouvoir migrer pour aller faire des contacts et puis réagir à ce qui se passe autour. Et on a ce genre d'image, c'est-à-dire ici, vous avez une personne à laquelle on a demandé de cliquer avec son index droit en fait. Et puis on a observé le contenu de le fonctionnement de son cerveau, et on définit une zone ici qui va finalement correspondre au mouvement du clic droit. C'est-à-dire que la personne, on lui dit tu cliques droit, et elle va activer une zone de son cerveau pour aller cliquer droit. Et là, du coup, la boîte avec marqué conscience, qui sera en plus sous contrôle de quelque chose au-dessus, ça ne tient plus. On a vraiment un ensemble de neurones, de messages électriques qui vont interagir entre eux pour réagir à un environnement. Et ça de façon quasiment autonome. Donc le support du fonctionnement du cerveau, alors là je ne parle que de l'aspect visuel, je ne parle pas de l'aspect réflexion, mais ça fonctionne globalement de la même façon. Le support, ce sont ces cellules nerveuses ici qui sont capables de véhiculer des messages nerveux. Alors, en fait, ce n'est même pas des courants électriques, ça va être des ions. Alors, les ions, sans vouloir rentrer non plus trop dans la chimie, c'est des petites particules chargées qui vont pouvoir migrer d'un côté ou de l'autre de la membrane d'une cellule. On génère comme ça des messages codés, et codés comment? Sur la base de molécules en fait. On est encore à l'échelle, même pas de molécules, je vais me faire reprendre par mon collègue physicien. On est vraiment à l'échelle de l'ion, donc on est vraiment sur du matériel. C'est vraiment le matériel ici qui va permettre le mouvement et l'action de l'être vivant. Donc on s'inscrit vraiment dans une sorte de... pas dans une sorte, dans du matérialisme, mais au niveau biologique. On a vraiment la matière qui va être à la base ici d'une réaction. Voilà. Si je reviens à l'échelle de la cellule, j'arrive de me mettre en retour, ça c'est mieux, mais bon, je n'ai pas prévu de faire dans ce ordre-là. Donc si je reviens à l'échelle de la cellule, une cellule c'est quoi? C'est la base du vivant en fait. Quand on veut définir le vivant, on doit le faire à différentes échelles, et la plus petite échelle du vivant, c'est quoi? C'est la cellule. Il n'y a pas plus petit vivant que la cellule. Un être vivant comme nous, c'est plusieurs milliards de cellules. Des êtres vivants plus simples, ça peut être des bactéries par exemple qui ne sont constituées que d'une cellule. Une cellule a un bout de filament d'ADN à l'intérieur, quelques protéines en plus, mais ça se limite à ça. Et donc le vivant, si on le regarde de loin, c'est un peu plus compliqué quand même, mais là vous avez en même temps que je parle une animation qui vous montre le contenu d'une cellule avec en fait à chaque fois qu'on veut réaliser quelque chose dans la cellule, c'est quoi? Ça va être des molécules qui vont interagir. À tous les niveaux, on va avoir des molécules qui vont interagir. Le support, ce qui permet de créer le vivant, l'ADN, c'est une molécule. Cette molécule va aller, à un moment, générer d'autres molécules, ce qu'on appelle des ARN, trop compliqué, mais des molécules qui servent de messagers, qui sont aussi donc moléculaires, qui vont permettre de créer des protéines qui sont aussi des molécules, qui vont servir au fonctionnement, à la structure, quasiment à tout finalement, ou à servir de messager. Et on a bien encore la matière, la molécule, qui va être à la base du fonctionnement de l'organisme. Tout ce que vous faites en ce moment, et tout ce que vous allez faire dans votre journée,
ça va être permis grâce à des interactions de molécules, donc bien à de la matière. C'est bien de la matière qui va être à la base de tout. Voilà. Donc, je vais aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc, actuellement, la biologie moderne, qui est fondée sur la démarche expérimentale, c'est-à-dire, ça je ne vais pas trop détailler, mais la démarche expérimentale, c'est quoi? C'est le fait de réfléchir par hypothèse. Vous observez un phénomène, ça vous questionne, ça c'est plus à la base, il faut se questionner. Ce phénomène vous questionne, vous allez formuler un certain nombre d'hypothèses, et ces hypothèses, vous allez ensuite les tester par l'expérience. Après, vous validez ou vous ne validez pas. Si vous ne validez pas, vous recréez de nouvelles hypothèses, et puis on avance de cette façon-là. C'est vraiment la démarche expérimentale de base. Cette démarche expérimentale de base, elle est justement, elle est issue des courants matérialistes qui ont, les premiers, donc, défini la matière à la base de tout, et donc qui ont cadré par cette démarche les avancées scientifiques, et qui ont même favorisé les avancées scientifiques, puisque ça nous a permis de nous affranchir vraiment de ce qu'il pourrait y avoir au-dessus, et de travailler vraiment sur la matière, sur le vivant, sur le réel. Voilà. Donc la biologie moderne, en fait, elle est, elle est vraiment en lien avec le matérialisme, c'est-à-dire que le matérialisme a permis un cadre de pensée, a permis à favoriser des avancées, l'avancée scientifique, et de son côté, la biologie, elle va mettre en évidence à tout un tas de niveaux. Moi, je me suis vraiment attardé sur 2-3 exemples parce que ça va durer une demi-heure, mais les exemples, on peut en prendre énormément, les étudier de façon très complexe, mais à chaque fois, la matière, qu'elle soit au niveau de l'atome, au niveau de la molécule, au niveau de l'organisme, mais on aurait pu aussi parler des populations ou des écosystèmes, la matière, elle est à la base de tout, et donc elle va cautionner, elle va aider un petit peu le matérialisme à justifier ses méthodes de pensée. Voilà. Bien. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Moi j'ai une question toute bête en fait, c'est une question classique qui date de l'Antiquité, c'est au fond, est-ce que les biologistes se servent encore et dans quelle mesure des notions de finalité, d'organisation et d'harmonie? Ou est-ce que ça n'a plus aucune valeur pour chercher quelque chose et ça n'explique plus rien? Alors, moi, mon grand âge avancé qui commence à se voir avec mes cheveux blancs, je ne savais même pas clairement que finalement les scientifiques sont matérialistes. Je ne savais même pas. Maintenant, quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'on le fait implicitement. Mais on ne met pas des noms dessus. Il y a tout un tas de vocabulaire qui m'a presque fait peur d'ailleurs, quand j'ai commencé à dire des choses sur les matérialistes. Et en fouillant bien, oui, effectivement, chaque fois on va retrouver un petit peu nos pratiques dedans. Oui. Donc on est matérialiste sans savoir en fait. Je ne sais pas, il y a quelques scientifiques dans la salle, je ne sais pas si beaucoup savaient qu'ils ont été aidés par le matérialisme. Le finalisme, c'est un combat en fait en science. Mais c'est-à-dire que celui qui aurait tendance à défendre encore un vocabulaire finaliste, il dirait ce que le scientifique ne pourra découvrir, c'est qu'un ensemble de mécanismes aveugles, grosso modo, mais on ne peut pas savoir ce qu'on recherche si on n'utilise pas quelque chose comme la recherche de choses qui fonctionnent ensemble, qui sont organisées ensemble, et qui sont donc à certains égards finalisées. C'est ça un peu la question. Je connais un peu, je pense. Et en fait, c'est très compliqué. Moi, je t'appelle à me mettre dans le matérialiste ou dans la place. L'idée que, par exemple, une notion qui a été soulevée, c'est la notion d'émergence. Alors, à l'heure actuelle, on sait que si je prends un arbre et moi, on est grosso modo fait de même nombre d'atomes, même quantité, grosso modo, les espèces chimiques sont les mêmes, mais pourquoi les atomes s'organiseront moins en être capables de développer une conscience et dans l'arbre est-ce qu'ils s'organisent différemment? On ne sait pas. Voilà, et c'est la difficulté de
matérialiste, là-dedans, c'est quelque chose, c'est de la matière, c'est que de la matière. Mais comment la matière s'organise, se complexifie et arrive à des formes d'organisation. la conscience d'un individu, bien sûr, elle est atome de la matière. Là, on est tous d'accord. Mais pourquoi le même nombre d'atomes, comment il développe une conscience en moins et dans un arbre non, ou alors c'est une autre type de conscience, nous, on ne sait pas. Il n'y a même pas besoin de comparer un arbre avec un être humain. On compare les êtres humains entre eux, on n'a pas la même conscience. On aurait là. C'est macroscopique, c'est sûr, ça c'est plus macroscopique de dire que la différence entre une conscience et une absence de conscience, entre une plante et un être humain, c'est plus flagrant. Oui, c'est plus flagrant, mais il n'empêche que si on compare les êtres humains entre eux, biologiquement, on vous mettra en évidence des variables de cerveau humain, mais c'est pas pour ça qu'on expliquera toutes les différences de pensée. Donc il y a une part de matériel, mais sachant qu'on n'a pas encore tout découvert sur le cerveau. Là, on est en train de tirer sur le fil et on défait on a des avancées majeures en ce moment. Par exemple, là, un article a été publié il n'y a pas longtemps. On a créé une bactérie synthétique, on a créé de l'ADN de toutes pièces et on a fabriqué un être vivant qui fonctionne. Donc là, puisque aussi le matérialisme a permis aussi de faire avancer les pensées darwinistes, par exemple, là, l'humain est en train d'apprendre à créer du vivant. Donc on ne peut pas encore tout expliquer non plus. On explique beaucoup de choses, mais il y a encore une grande part d'inconnu. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus, ou est-ce que finalement tout est de l'interaction biologique? Le fait d'organiser les atomes ou d'organiser les cellules d'une certaine façon, organiser les cellules, c'est bon, c'est des facteurs moléculaires qui vont organiser la différenciation d'une cellule plutôt de cette façon-là. Non, moi je veux dire, oui, tu as raison, mais c'est justement le niveau d'organisation. Si tu regardes comment ça marche à un végétal, un arbre, nous on est loin de pouvoir par exemple atteindre des sommets de processus de la photosynthèse. Ah bon, oui. On est très très loin. Donc il y a une sorte d'auto-organisation qui est très pointue, très complexe chez les arbres. Et chez nous, il y a une organisation qui amène à finalement avoir une conscience qui fait qu'on pense. Voilà, donc, il y a un résultat justement de l'évolution qui rejoint justement le matérialisme. On a quand même, tout ça c'est codé par l'ADN à la base. On a l'intervention d'environnement, c'est sûr. Mais déjà à la base, un végétal se développe en végétal parce qu'il a un code qui ne lui permet de fabriquer du végétal. Et ce code est issu de la sélection, d'évolution qui a cours depuis. L'être vivant, ça commence à faire quelques milliards d'années. Justement, pour expliquer le principe de l'évolution, et c'est un petit peu un principe philosophique aussi, à savoir comment ont évolué les êtres vivants. Les premiers êtres vivants étaient très simples, et à l'origine, on peut supposer qu'il y avait un seul code d'ADN, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Chaque modification entraîne chaque mutation entraîne une modification des caractères. Et ces mutations se sont faites sur le principe de Wolf, Jacob et Monod, qui ont expliqué comment fonctionnait l'ADN. Le principe, c'est le hasard et la nécessité. C'est-à-dire que si une mutation apparaît et qu'elle n'est pas bonne, qu'elle ne fonctionne pas, l'individu, l'espèce est terminée. Et par contre, si ça fonctionne, ça va perdurer, ça va vivre, et ça va permettre d'évoluer, donc une mutation ultérieure, future. Donc au départ, il y a des organismes qui sont restés bactéries, il y a des bactéries qui ont évolué. À un moment donné, il y en a qui ont évolué vers un système autotrophe, c'est-à-dire plutôt les végétaux, d'autres qui sont évolués chez les animaux, puis à chaque fois, ça fait pareil. Et toujours le même principe, l'évolution se fait au hasard, mais la nécessité, c'est que si ça ne marche pas, ça disparaît. Donc ce principe de hasard et la nécessité. Dans un environnement donné. Dans un environnement donné. Le plus performant va perdurer. Il y a un monsieur qui souhaite parler. Oui, j'ai une question, mais qui s'adresse plutôt au premier intervenant. Il y a Madame Grand, je souhaite elle demande depuis. Non, c'était juste une remarque par rapport très courte. Il ne faut pas considérer que le matérialisme est un réductionnisme. C'est-à-dire que tout serait réductible à des petits machins qui composeraient le complexe. Le matérialisme, c'est simplement quelque chose qui dit que c'est à partir de la matière que la complexité se met en œuvre.
Donc une très grande complexité peut émerger. Ah oui, La matière n'est pas une définition, la matière au sens de la tourbe ou de la silva. Non, mais parce que en latin, c'est comment la matière. Il y a un terme qui est supposé que c'est presque quelque chose de terrien, quoi, quelque chose qui se. Par contre, le télos et la finalité ont beaucoup encombré la biologie et reviennent en philosophie actuellement, comme s'il y avait un certain nombre de formes parfaites, par exemple la forme homme, qui aurait été de tout temps idéalement présente dans notre matériel, et que la matière réaliserait. Alors évidemment, on pourrait décomposer ces formes, elles seraient déjà là. Ce que dit le matérialiste, qui peut avoir tort après tout, enfin, ce que dit le matérialiste, c'est que des formes très sophistiquées émergent à partir de la matière. C'est simplement la modalité de mise en œuvre du complexe, par exemple vivant, ou même humain, ou même le domaine de la pensée, à partir de. C'est simplement le point de départ. C'est pas un réductionniste qui dit voilà, c'est des petits machins qui sont combinés, c'est juste ça que vous êtes. Je pense que ça serait triste, ce matérialisme-là. Voilà, pardon. Donc c'était. Excusez-moi, allez-y, monsieur. Oui, la façon dont vous avez. Dont j'ai compris votre présentation, on redécouvre aujourd'hui, après 2000 ans, la complète pertinence du postulat d'Aristote. Finalement, la nature a horreur du vide. Alors, est-ce que... On peut dire ça comme ça. Enfin, c'est comme ça. Moi, je l'ai compris. Je vais jusqu'au bout de ma question. Est-ce qu'il s'agit peut-être d'une incompréhension de ma part, peut-être, mais peut-être aussi qu'Aristote avait une intuition géniale, ou est-ce que, encore de façon plus profonde, on peut se demander si la réalité n'est pas connaissable sans l'aide de l'expérimentation et simplement par la simple puissance de la réflexion. Comment vous analysez ça? Je pense que c'est un peu présomptueux de dire qu'on peut tout imaginer sans rien regarder. Ça revient à dire que tout ce qui est connaissable, c'est déjà dans notre esprit. Alors, il paraît un peu, je pense qu'on est assez limité par rapport à ce qu'on voit autour de nous pour ne pas imaginer qu'il y ait davantage ce qu'on peut concevoir déjà de manière intrinsèque. Après, je pense que Aristote, il était très simpliste dans ce qu'il disait. Lui, en fait, il s'adressait à la possibilité de concevoir le rien. Alors le rien, c'est très difficile à concevoir, effectivement. Et donc on comprend très bien pourquoi, vu aussi son autorité intellectuelle, cette, disons, superstition de l'horreur du vide a duré aussi longtemps. Et après, il ne faut pas tordre le message que j'ai essayé de raconter. L'idée, c'est qu'on parle de vide, mais en fait, en gros, ce dont on parle, c'est le principe d'indétermination de la mécanique quantique. C'est ça. Je pense qu'il y a une histoire de nos vocabulaires qui change et la manière dont le mot matière a été utilisé aujourd'hui par de scientifiques contemporains, c'est pas du tout la manière dont on se représentait la chose. Non, mais effectivement, il y a un certain goût de reprendre effectivement le même langage, parce qu'effectivement, donc après, on est tous dans la même tradition scientifique, donc c'est pas au hasard qu'on parle de mer de Dirac, parce que quand même, je pense que c'est évocatif de parler de mer. Alors, les gens qui ont inventé ce genre de terminologie, ils connaissaient bien sûr Thalès, ils connaissaient la philosophie grecque, donc c'est pas au hasard, on ne va pas pêcher n'importe où, donc on reste toujours dans la même sorte de même tradition. Donc, l'état de vide, pourquoi on appelle l'état fondamental d'un système le vide? C'est parce qu'Aristote, il a beaucoup réfléchi là-dessus, je pense. Excusez-moi, on va limiter à 2 autres questions parce qu'après, il y a un déjeuner prévu à l'établissement avec les participants, puis on enchaîne cet après-midi. Du coup, on a déjà complètement débordé ce matin, il faut qu'on se recadre. Donc, il y a une question là, puis après, on arrête, monsieur. À propos de vide, on parle plus de vide, mais on parle maintenant d'antimatière, en fait. Et l'antimatière, c'est le complément de la matière. Donc, quand on parle d'antimatière, on est fondamentalement
même antimatérialiste. Ouais, on peut être, mais finalement, bon, vous avez dit que la notion de vide découle du principe d'incertitude. Enfin, il faudrait mieux parler de... C'est pas un principe. Hein, on ne parle pas de principe d'incertitude, ce sont simplement les relations d'indétermination d'Heisenberg. Finalement, c'est les propriétés. La formule d'Heisenberg, c'est la traduction mathématique d'une propriété ondulatoire simultanée de la matière et de l'énergie. Ça résume la dualité matière-énergie d'une part et la dualité corpusculaire et ondulatoire de la matière. C'est comme ça qu'on peut résumer. C'est ça que traduit la fameuse relation de complémentarité. La traduction mathématique d'une propriété intrinsèque de la matière et de l'antimatière. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Moi, ce qui m'a un peu surpris ce matin, c'est que vous êtes parti sur la définition du vide. Moi, je synthétise, mais je me suis peut-être trompée. J'ai l'impression qu'en fait, ça n'existe pas. Et qu'on peut créer des choses à partir de quelque chose qu'on ne perçoit pas. Et donc, pour moi, après, la matière vient de là. Et la matière elle peut être support ou pas de la pensée, mais en fait, alors on pense à partir de rien. Je pose la question. Là, on ne sait pas du tout. On a des évidences très fortes pour l'existence d'un moment initial de l'univers, il y a 14 milliards d'années. On a des évidences assez claires du fait que l'univers s'expand, il accélère. Mais je vous signale que les physiciens ils ne sont pas arrivés au-delà de dire que 99% ou 95% de l'univers est constitué de ce qu'ils appellent l'énergie noire. Donc ils ne connaissent pas le régime ni la nature. Oui, parce qu'ils ne savent pas qui a payé. Donc, parce que vous dites qu'il faut payer de l'énergie. Tout à fait. Qui a payé Non, mais on va rester avec beaucoup de questions. Personnellement, la question qui a émergé après, moi, c'est qui a payé. Franchement, j'avoue que alors, une réponse aussi, c'est le vide. Mais moi, on revient. C'était juste sur une question parce que vous. C'est que des questions. Il y a des pistes, mais c'est des questions. Voilà, oui, on vous retrouve si vous voulez cet après-midi.